Bonjour Michel, Bonjour Domitille. merci d'être là, bienvenue dans ces astro-rencontres. C'est un plaisir aussi, Domitille. Bon, première question, tout le monde y passe. Est-ce que Michel, tu veux bien te présenter à travers ton thème natal? Oui, je veux bien, mais c'est un sujet quand même particulier. On a quand même des difficultés à se présenter aussi profondément dans ce thème natal, hein. Donc oui, je vais en parler un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans les tréfonds de ce thème-là. Très bien, tu fais Bah, comme tu veux. donc voilà, ce thème, je vais en parler en tant qu'astrologue. En fin de compte, comment il m'a aidé à me construire en tant qu'astrologue. Quels sont les éléments les facteurs qui m'ont aidé, qui ont été favorables. Alors, il y a peut-être, enfin, c'est ma perception des choses, hein. Jupiter en conjonction Saturne en maison 10, c'est vrai que là, c'est un atout assez puissant pour moi que j'ai ressenti dans mon organisation. Bon, j'ai une formation scientifique, c'est vrai que la rigueur est quand même quelque chose qui me contraint. Moi, je ne peux pas dire que je peux avancer sans faire attention, en reprenant les questions à chaque fois, en me posant vraiment des questions essentielles, en voyant si c'est rationnel. Donc là, c'est vrai que ces conjonctions des deux planètes est quand même quelque chose d'important. En particulier, je pense qu'avec l'âge, ça a rajouté en plus peut-être un confort pour moi d'ailleurs. Après, il y a une autre dominante intéressante que moi je sens. J'aime bien travailler sur groupe de planètes. Disons que la Lune et Vénus se trouvent en maison 12 et je dois avouer que cette sensibilité, peut-être un peu avec l'invisible, hein, parce que même en étant scientifique, on peut tout à fait comprendre qu'il y a un invisible qui nous guide. On peut comprendre aussi qu'il y a une finesse de perception des choses. Donc, Vénus et la Lune sont des éléments pour moi très 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 importants. Alors, Mhm. il y a une particularité dans mon thème, là, on le voit, c'est cette conjonction du Soleil avec l'ascendant. Donc, je suis vraiment un taureau dans le sens entier du terme. Le taureau un peu combattant, le taureau aussi qui va aller jusqu'au bout des choses, le taureau qui a une force de travail assez importante. Et c'est vrai que cette force de travail m'a énormément servi, quoi. Je pense que c'est la constance de ce travail qui a fait que progressivement, j'ai peut-être réussi à acquérir quelques connaissances en astrologie. Ça a été un long travail, mais un travail de tous les jours, constant. Donc ça me plaît beaucoup. C'est un peu cette force-là. Et puis, on y rajoute aussi un point que Catherine Castagnier a très bien développé, c'est la porte invisible en maison 6. Cette porte invisible en maison 6, oui, là, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein. Je suis intéressé partout en masse et peut-être de façon dissonante. Enfin, tout m'intéresse, quoi. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'apprendre, tous les domaines m'intéressent. Alors, c'est fabuleux parce qu'on apprend plein de choses et puis à la fois on se dit, mais on n'a jamais assez de temps. On est pris partout et donc eh ben, il faut travailler un peu cette porte invisible en se disant, bon, allez, un peu de rigueur. Aujourd'hui, je vais travailler cette partie-là. Un autre jour, je vais travailler une autre partie. Enfin, en tous les cas, il faut réussir à se contrôler. Alors, bien sûr, c'est le dernier élément que je citerai dans les dominantes, c'est mon Mercure en Gémeaux et en maison 1. Et lui, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau que j'ai parce que il m'aide à apprendre, à comprendre, à aller jusqu'au bout des choses, à mémoriser. Il y a une boulimie aussi de connaissances là, qui se trouve dans ce Gémeaux accompagné, enfin dans ce Gémeaux qui se trouve bien sûr en maison 1, mais accompagné de ce Mercure qui fait que je n'ai jamais assez. J'ai toujours besoin de comprendre. J'ai besoin d'utiliser tous les outils possibles pour pouvoir, et imaginables, hein, pour pouvoir trouver des solutions. D'ailleurs, je crois que l'astrologie, pourquoi j'en ai fait autant, c'est parce qu'elle m'amenait à découvrir plein de choses passionnantes que j'aurais pas pu imaginer autrement. Donc, c'est fascinant. Le côté, je pense que mon Mercure résonne bien avec ma portée invisible en maison 6. Il y a un côté boulimique des choses. Et puis aussi un besoin aussi d'exprimer, peut-être par l'enseignement, par
une transmission que j'essaye de structurer, mais qui n'est pas toujours évidente, une approche de la psychologie, de la philosophie, enfin plein de domaines que Mercure, je pense, apprécie énormément. Voilà, c'est un peu, disons, la synthèse de mon thème, la synthèse de l'astrologue qui a avancé au fur et à mesure du temps, quoi. Merci Michel. Est-ce que tu peux nous raconter comment la vie t'a amené à l'astrologie? À l'origine, bah, je suis un passionné, je suis un adolescent, je suis un passionné de mécanique. Donc on adore la mécanique, ouvrir les moteurs, tout ça. Et puis évidemment, pas plus loin, comme j'étais orienté dans la conception, le prototypage de machines, je suis rentré dans les technologies des trains épicycloïdaux. Alors les trains épicycloïdaux, c'est l'étude des boîtes de vitesse. Et on se rend compte rapidement que les boîtes de vitesse, c'est bien, il y a des satellites, il y a plein de choses qui tournent autour des arbres primaires et secondaires, enfin j'en passe. Mais en tous les cas, ça ne pouvait pas, pour moi, ne pas résonner avec la cosmographie. J'étais tout de suite fasciné par les systèmes héliocentriques, les foyers, les calculs d'équilibre des planètes. Bref, je crois que c'est par là que j'ai commencé, par découvrir un peu le ciel, par découvrir un peu cette merveilleuse mécanique céleste. Et puis, bon, là, de cette mécanique céleste, bah, ça suffit pas, quoi, pas pour un Mercure en Gémeaux et en Maison 1, c'était pas possible, ça. Donc, il a fallu que j'aille un peu plus loin dans la recherche. Mais il faut quand même ramener les choses à l'époque, hein. Comptons 50 ans en arrière, 40, 50 ans en arrière. D'autres l'ont dit, mais posséder des livres en astrologie était extrêmement difficile, surtout si vous étiez en province. Donc, je crois qu'on avait quoi? On avait quelques livres, mais ça ne suffisait pas, quoi. C'était frustrant, quoi. Donc, j'ai réussi parce que donc je n'ai suivi aucune école, hein, donc je n'ai pas de matrissage particulier. Donc, j'ai dû apprendre progressivement en allant vers l'art. Donc l'histoire de l'art a été quelque chose de passionnant. Là, il m'a fallu dégager, en fin de compte, toute la partie symbolique de l'architecture. Et puis là, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus de choses. J'ai commencé à me passionner aussi sur la nature même du zodiaque, les questions métaphysiques qui étaient autour, les problèmes de religion, de mythes. Et je crois que quelque chose m'a fasciné assez rapidement, c'est la cosmogonie, les différentes cosmogonies. Je suis parti de là pour, en fin de compte, vraiment comprendre tout ce qu'était le zodiaque, bien sûr sa construction, parce que je ne pouvais pas imaginer étudier en tant que scientifique, étudier sans les mathématiques, étudier sans des statistiques aussi, mais étudier aussi sans un raisonnement extrêmement logique, c'est-à-dire qu'il ne me fallait pas que des recettes de cuisine, parce que quelquefois, on a tendance à penser que telle personne a trouvé ceci, a trouvé cela. Et c'est vrai que cette observation est primordiale, c'est quelque chose d'important. C'est ça qui va permettre à l'astrologie, pendant des années, d'évoluer. Mais il m'a fallu aller à la source même des choses. Donc c'est pour ça que la cosmogonie l'étude des cosmogonies était très importante. Elle m'a permis aussi d'ouvrir la porte directement à la psychologie, bien sûr. Paul Diel, des auteurs intéressants pour moi, m'ont permis de me dire, bon, OK, pourquoi nous, occidentaux, nous réagissons de cette façon-là? Quels sont les mythes que nous étudions? Et puis comment notre psychologie personnelle va évoluer? Donc, bien sûr, on arrive Freud, Jung, évidemment, quoi. Donc là, je commence là à me construire, bien sûr, autour de ça. J'ai les bases de l'astrologie qui progressent, hein. Je lis des ouvrages, on en parlera peut-être plus tard, mais je lis des ouvrages euh, quand même assez synthétiques. Je suis frustré. Je suis frustré. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Donc, je vais continuer. Et puis, tout au long de ma vie, je pense que je vais être à la recherche on dira, de données de masse, puisqu'on en parlera peut-être plus tard, de données de masse parce que c'était important pour moi. J'avais l'impression d'être face à un savoir perdu qu'il fallait aussi récupérer. Alors, il n'était pas perdu complètement, mais je l'avais pas. Et puis peut-être que d'autres, malgré les différents déluges, ont été perdus, mais ou à cause des différents déluges ont été détruits. Mais en tous les cas, il me fallait essayer de refaire cette synthèse-là. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à récupérer une documentation astrologique et aussi, je crois,
des documentations sur le symbolisme, sur l'ésotérisme et bien sûr sur les religions aussi. Je ne voyais pas comprendre le zodiaque sans les religions. Donc, je revenais à l'ésotérisme hébraïque, la Kabbale. Je suis revenu aussi sur d'autres systèmes, d'autres façons de penser. Les psychologies de Rudyard étaient intéressantes aussi. Donc, voilà, ça, c'est une approche qui a été importante. Et puis, bien sûr, euh, l'évolution étant, en étant scientifique, je ne pouvais pas non plus ne pas m'intéresser à l'informatique. Donc pendant 40 ans, en parallèle aussi, j'ai travaillé sur cette informatique qui m'a en fin de compte permis de créer des systèmes de traitement de l'information. Et c'est ça qui m'a fait justement me permettre de sortir de l'absence de connaissances à l'origine, de l'absence d'ouvrage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus comment dans ton quotidien tu lis, l'astrologie avec un côté plus scientifique? Alors, cette astrologie-là, pour moi, je la pratique à plusieurs niveaux. Je la pratique au niveau de mes recherches, puisque c'est un travail de recherche surtout, hein. Bon, bien sûr, au niveau de l'individu. Donc là, comment je vais pratiquer? Ben, je vais voir le thème de toute façon dans sa globalité, hein. Et je crois qu'il n'y a pas de grand mystère à dire qu'on cherche toujours une particularité pour pouvoir commencer à comprendre le personnage. Moi, j'irais dans des langages un peu plus particuliers, peut-être militaires, peut-être. Je dirais que je vais chercher le moteur de guerre, le moteur de souffrance de la personne. Oui, c'est pas facile à dire, mais souvent, dans un thème, on voit la difficulté que la personne va rencontrer, par où elle va devoir se dépasser. Ne pas voir ça au début, c'est un peu embêtant. Donc, je vais m'attacher à cette recherche-là, en particulier avec l'élément karmique, quoi. Je pense qu'on on peut pas dégager cet élément karmique. Je n'ai pas une particularité sur telle ou telle astrologie, je vais les globaliser, donc tous les éléments sont bons pour apprendre. À partir de là, je vais trouver donc ce qui va bouger la personne, enfin, je vais essayer de trouver ce qui va aider la personne à bouger, peut-être dans le côté obscur, hein, mais mon travail après va justement être dans un deuxième temps d'aller voir tous les aspects positifs qui va lui permettre de sortir de cette douleur, de ces difficultés pour aller vers la lumière, hein. En fin de compte, c'est ça, ce travail d'astrologue. Mais ça, c'est une approche intéressante, mais il y a aussi des approches qui peuvent être intéressantes, c'est l'étude des sociétés, c'est-à-dire comment une société va évoluer, comment on va pouvoir la modéliser. Ça aussi, c'est intéressant. On va la modéliser avec plusieurs personnes à la fois. On va voir la dynamique de ces personnes qui font partie de l'entreprise. Et puis, un domaine aussi qui me fascine, c'est l'astrologie mondiale. Donc là, quand on parle de données de masse, on se rend compte de la pleine utilité de ces données de masse. Donc, elles vont me servir à envelopper à partir d'un thème natal, à la thème d'une création d'une constitution, d'un État, elle va me permettre en fin de compte de poser les premiers jalons. Mais j'ai pleinement conscience qu'il me faut habiller tout ça avec des connaissances extérieures, quoi, qui vont faire partie des données de masse que j'utilise. OK, mais ces données de masse, tu les utilises, concrètement, tu les utilises comment? Ah bah, ces données de masse, ce sont des données qui vont faire partie, on en parlera, des systèmes informatiques associés à des IA, à des intelligences artificielles. Ce sont des données aussi qui sont recherchées partout, hein, je crois que l'Internet a ouvert les portes assez facilement, hein. La principale difficulté est souvent de vérifier l'authenticité des données, quoi. Mais à partir de là, les systèmes informatiques actuels nous permettent de globaliser une masse d'informations colossale pour aboutir à des synthèses ou à des compléments d'information par rapport au thème principal de l'étude. Mmh, OK. Donc toi, tu ne te présentes pas comme astrologue, tu te présentes plutôt comme chercheur, en astrologie? Voilà, c'est ça. Alors l'astrologue, il a existé, évidemment, puisque j'ai travaillé des thèmes, hein, j'ai travaillé cette psychologie de la consultation parce que elle est importante. D'ailleurs, si on devait être scientifique, on dirait que c'est la base même des données qui vont nous aider à analyser. Donc les données sont à prendre. Par contre, là, la difficulté, c'est de savoir les prendre
et de ne pas être dupé par l'éventuel contact que l'on a avec la personne qui désire avoir des informations. Donc il faut savoir être vigilant sur la prise d'informations. Comme d'ailleurs, si l'on désire aller plus loin dans une astrologie mondiale, il faut être vigilant aussi sur les sources, hein. Tout ça, c'est le même problème de toute façon. Mmh. OK. Michel, est-ce que tu aurais quand même une anecdote de consultation, même si tu ne consultes plus, en ce moment? Enfin, oui, je consulte plus, non. C'est vrai que bon, j'ai une anecdote qui est assez amusante. C'était il y a quand même assez longtemps. C'était en Touraine. Je voyageais parce que la Touraine était une région qui me plaisait bien. Il y avait beaucoup d'amis astrologues dans cette région-là. Et dans le train, un jour, je faisais assez souvent ce passage-là, enfin ce trajet-là, et un homme s'est présenté et bon, ça se voyait hein, quand même, on voyait un peu son allure, hein. Il me dit, ben écoute, la nature, c'est quelque chose de chouette. Il avait envie de parler, quoi. Alors, bien sûr, moi, ça m'a plu énormément. Et puis, il me dit, la nature, c'est vraiment important. Pour moi, j'y réfléchis beaucoup, j'y pense beaucoup. D'où je viens, c'est quelque chose de très important. Alors, bon, son look était particulier. Il avait la tête rasée, il avait une tenue assez fluide. On dira c'était un moine tibétain. Et donc, ce moine tibétain, on en profite, le trajet est assez long quand même, et puis on en profite pour discuter sur l'astrologie. Il me dit: «Écoute, tu sais, moi, l'astrologie au Tibet, c'est particulier, tu sais, c'est du poème, c'est des explications un peu. L'hirondelle va venir, donc à partir de là, un événement va se produire, un autre animal va se croiser, nous aurons. Voilà, il me dit, tu sais, c'est vrai, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de concret, en fin de compte, plus vers la psychologie que l'on connaît en France, puisque il était tibétain, mais il était d'origine française, donc il revenait un peu voir ses parents, quoi. Et on commence à regarder son thème et puis, progressivement, bah, on aboutit à ce qui devait être, hein. On arrive à un personnage, je veux dire très orienté spiritualité, très orienté, recueil au fond de lui-même, donc on a parlé un peu de ces paramètres-là et puis bon, la conclusion était sympathique parce que, bon, il était heureux quand même d'avoir eu cet échange et puis de toute façon, par sa philosophie, il était d'une extrême politesse, d'une extrême gentillesse et puis, ben, il m'a remercié et puis il m'a dit: «Ben, écoute, je crois que c'est vrai que je ressens ça vraiment profondément, ce recueillement et la question, je lui ai posé: «Mais alors tu restes en France ou tu repars?» Bah, il me dit: «Bah, je repars effectivement». Donc bien sûr, ça lui prenait tellement au cœur, quoi. C'était vraiment au cœur et au corps, quoi. Donc dans son thème, c'était vraiment très, très, très important. C'était un riche échange que j'ai eu à cette période-là parce que, d'abord ce hasard de rencontrer, quelqu'un qui accepte de parler un peu de cet ésotérisme profond, vraiment. Et puis il m'a laissé un petit cadeau, enfin il me l'a glissé, il me l'a pas dit comme ça, mais il me l'a glissé dans mes affaires. Je l'ai gardé depuis longtemps, c'était un petit lama. Ah! Et voilà, c'est c'est un petit personnage, enfin, je veux dire, c'est le Bouddha, hein, c'est un Bouddha en plâtre, quoi. Enfin, bref, c'est un geste qui m'a énormément touché, que j'ai gardé depuis sur mon bureau. Bah, c'est sympa. Merci Michel pour cette anecdote, cette rencontre, dans le train. Michel, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours? Un livre d'astrologie, évidemment. Oui, 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 oui. C'est difficile, hein, je crois, de parler d'un seul livre, quoi. Oui. Ça, je réfléchis, je remonte un peu dans mes. Bon, je disais tout à l'heure, il est extrêmement difficile, il y a 50 ans, d'avoir des livres en astrologie. On trouvait quoi? On trouvait des livres d'Hadès, de Armand, André Barbeau, André
André Barbeau, pas la peine d'en parler, je crois qu'on sait qui il est, je crois que c'était la base de beaucoup d'astrologues, hein. Antares aussi. Et puis, progressivement, je crois que euh, c'est Dan Rudyard qui m'a aidé à avancer. Je veux dire, Dan Rudyard, c'était quelque chose d'important pour moi. Mais si je devais là m'intéresser à un ou deux livres particuliers, je parlerais de Jean Texier. Jean Texier qui a fait d'excellents livres sur l'amour, sur en particulier l'étude de Vénus, sur la Lune aussi, comprendre la Lune. Vraiment, c'est un régal pour moi, cet ouvrage. Un ouvrage aussi qui m'a plu beaucoup, c'est celle de Rosine d'Ormesson. Oui. Les premiers pas vers le cosmos, je crois que c'est ça, ou dans le cosmos. Et là, elle a une partie qui m'a fasciné aussi, c'est l'étude des complexes. Voilà, je pense que ce sont des ouvrages qui m'ont énormément plu. Je crois que si je devais garder, ce serait ces deux ouvrages-là, ces trois ouvrages-là. Il y a aussi Laurence Larzul. Comprendre la Lune, je crois que j'ai ouvert beaucoup de fois. Je l'ai lu beaucoup de fois. Je l'ai décomposé beaucoup de fois. Voilà. C'est difficile d'en garder un, mais voilà les ouvrages qui m'ont le plus fasciné. Ça marche. Merci Michel d'avoir essayé quand même d'en trouver un. Les rares sont ceux qui arrivent à en garder qu'un. Si le Michel de 2025 pouvait souffler un conseil au Michel qui découvre l'astrologie, ce serait lequel? Ce serait d'être- d'accepter le temps. D'accepter le temps, c'est-à-dire d'accepter de persévérer, de ne pas arrêter en chemin, d'y aller étape par étape, mais surtout de ne pas se limiter à une seule discipline. Je crois que c'est une erreur, enfin, pour moi, que de faire que de l'astrologie. L'astrologie ne peut pas fonctionner. C'est un système de pensée, donc on le comprend très bien, mais il ne peut être compris que si on l'associe euh, aux études d'ésotérisme, à l'histoire, à la philosophie et, et à la psychologie, bien sûr. Donc Mmh. c'est un tout. Oui, bien sûr. Essayer d'accepter de le voir en histoire en particulier, cette astrologie, pour moi, elle permet d'ouvrir toutes les phases pendant des millénaires de notre évolution. Franchement, Pradanier Roy a écrit un très bel ouvrage là-dessus, justement, sur cette analyse. Pour moi, ça, c'est fascinant. Mmh. Ça fait partie d'un tout, quoi. Ne pas avoir toutes ces disciplines, ne pas étudier Spinoza, que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, quoi. Donc, je dirais à cet étudiant d'avoir l'esprit ouvert, vraiment très, très large, quoi. Et puis d'accepter que le temps aussi fasse son travail. Mmh. Sûr qu'on puisse se dire être astrologue en 3 4 ans. Astrologue, peut-être qu'on est astrologue, mais en tous les cas, on est astrologue de, au bout de beaucoup de temps, au bout de toute l'expérience de la vie, puisque en fin de compte, on est aussi nous-mêmes nos propres laboratoires. On est notre propre laboratoire. C'est pas toujours facile d'ailleurs de l'analyser. Ça, on peut peut-être parler du syndrome de l'astrologue à ce moment-là, qui finit par découvrir progressivement ses premières dates de prévision, ses premières possibilités quand il commence à se découvrir lui-même. Je parle d'un autodidacte, hein, de quelqu'un qui accepte d'avancer sans aucun matrissage. Mmh. OK. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que, comment tu entres, dans un thème? Est-ce que tu as une routine? Cette routine, c'est de voir la particularité de la personne. C'est tout de suite quand je vois, ou de la constitution, s'il s'agit d'une étude mondiale, constitution d'un pays, je crois que je vais trouver, que je disais tout à l'heure, un espèce de moteur de guerre, un moteur de souffrance qui va me dire, ah, pourquoi il réagit, qu'est-ce qu'il a fait vivre, qu'est-ce qu'il a fait se dépasser. Si je comprends ça, je vais pouvoir déjà lui expliquer certains types de fonctionnement, comment les planètes s'enchevêtrent, hein, et comment, en fin de compte, je vais pouvoir lui trouver de la lumière dans cette évolution, en particulier ce que Jupiter va m'apporter, ce que le Soleil va apporter, les combinaisons harmonieuses, les aspects harmonieux que je vais pouvoir lui montrer. Et
cette base même de son thème, donc dire la base statique de naissance, progressivement, je vais l'amener à comprendre l'effet des transits. Je suis très transit, hein. Je reste sur des méthodes pour moi très mathématiques, hein. Le transit est quelque chose de clair dans la démarche. Je ne vais pas rentrer dans des systèmes médiévaux complexes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à en tirer des choses intéressantes, mais il y a tellement de choses autrement. Mmh. Michel, si ce soir tu pouvais inviter chez toi à dîner, un astrologue, qu'il soit, encore vivant ou décédé, qui inviterais-tu? Je suis quelqu'un de nostalgique. Je crois que j'inviterai un astrologue que j'ai rencontré, qui Alexander Ruperti, ainsi que Marie-Ève Cavagna. Et je crois que je l'ai rencontré il y a, j'ai peur de le dire, mais 35 ans peut-être, en Touraine aussi, dans un colloque où j'ai pu échanger avec lui. Et je crois que c'est un, je crois qu'il a été un virage pour moi. Il a été un virage parce que, bon, à l'époque, bien sûr, je sortais d'études, mathématiques, tout devait être parfaitement cartésien, mais alors surtout plus que cartésien. Et donc pendant notre réunion, je lui ai posé une question, je lui ai dit, bon, c'est intéressant, le côté humaniste, puisqu'il était quand même proche de Rudyard. Je lui ai dit, mais il y a un truc qui me dérange là-dedans, c'est les symboles fabians. Il me dit, ah bon, pourquoi? Ben, je lui dis, ça me semble pas rationnel du tout. On est dans une structure mathématique qui sont les cycles, et en quoi les symboles fabians peuvent être intéressés. Je dis, à la limite, bon, une voyante intervient, mais où sont le côté rationnel? Et là, il m'a expliqué gentiment que si j'avais un peu de patience et que j'acceptais d'apprendre et d'aller vers des études ésotériques complémentaires, j'aurais probablement ma réponse. Et il avait complètement raison. Et c'est ça, en fin de compte, qui m'a fait me dire, bah oui, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'après, bah, j'ai été rejoindre un peu dans mes lectures Hitler, qui utilisait les degrés existentiels également. Et ça a été quelque chose d'intéressant, puisque en plus, Hitler était intéressant dans le sens où il faisait intervenir un peu les religions, le christianisme, la croix du christianisme dans l'analyse. C'était intéressant. Et en plus, bon, en tant qu'informaticien, faire des programmes spécifiques pour suivre leurs idées était une tentation évidente, quoi. Et donc là, j'ai appris et j'ai trouvé des choses extraordinaires. OK, et donc maintenant tu les utilises, les Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je les associe aux bases de données. Et OK. voilà. Je dois avouer qu'il m'a fallu du temps, hein, pour ressentir, pour maîtriser, hein. Alors, il m'a fallu utiliser souvent. Je crois que Hitler, dans ses ouvrages, il parle d'événements historiques. Et là, ces événements historiques sont hyper intéressants pour nous former, quoi. Si je devais donner un conseil, il faut passer par là, quoi. Mais c'est une ouverture, c'est une portée extraordinaire. OK, très bien. Merci Michel. Est-ce que maintenant, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la conférence que tu donneras le 11 octobre prochain au congrès VDAV de Paris sur l'intelligence artificielle et l'astrologie? Alors, effectivement, c'est une évidence. Maintenant, quand je t'ai présenté un peu ma façon de penser, je ne pouvais me diriger que vers justement le traitement de masse des informations. Donc, voilà, une partie de ma vie, ça a été quand même de collecter, puisque j'en manquais, hein, de livres. Cruellement, je manquais de livres à l'origine, et donc mon but a été d'énormément voyager, dans toute l'Europe en particulier, et d'essayer de récupérer tous les ouvrages que je pouvais récupérer en astrologie, et puis les lire, et essayer de les absorber. Et puis évidemment, il me fallait aussi, comme je le dis, parce que l'astrologie mondiale m'intéresse énormément, ça a été quelque chose de fascinant pour moi et qui est toujours fascinant. Il m'a fallu aussi globaliser avec d'autres ouvrages. Donc, il m'a fallu créer une base de données assez importante. Et progressivement, je crois que l'astrologie, l'informatique, les livres m'ont permis de synthétiser les choses. Et en fin de compte, euh, je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre.
cette informatique qui a été très structurée m'a appris à extraire, en fin de compte, beaucoup d'informations des ouvrages. Donc là, on arrive à des réseaux d'informations qui permettent en fin de compte d'articuler, grâce à l'informatique maintenant, si on accepte d'aller plus loin dans le raisonnement, elle nous permet en fin de compte de faire des recherches ultra rapides sur des masses de données importantes. En fin de compte, là, qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence? C'est d'expliquer comment structurer ces informations dans un système de gestion de données qui va être couplé ou pas avec des IA. Des IA qui sont des IA faibles, fortes, enfin faibles surtout, mais des IA classiques que tout le monde utilise, payantes éventuellement, et éventuellement des IA locales avec une sécurité informatique associée, bien sûr, parce que là, question se pose, hein, est-ce que mes données peuvent partir ou pas partir? Est-ce que je suis préservé ou pas? Donc ça, c'est des questions importantes. Après, il faut aussi accepter de voir cette gestion des données comme un outil qui va aider à l'intuition. En aucun cas pour moi, cette IA associée éventuellement aux gestions de données ne peut remplacer l'astrologue. Et je le redis, elle ne peut pas remplacer l'astrologue. Elle ne peut qu'aider à avancer, à comprendre des choses qu'on n'a pas comprises, c'est-à-dire, en fin de compte, à développer des concepts. Et là, on parlera de ces concepts-là qui semblaient évidents, mais qu'on ne voyait pas, et grâce à cette synthèse, nous permet d'avancer. Mmh. Après, il y a d'autres phénomènes qui se produisent si on accepte cette course folle, en fin de compte, de cette informatique. C'est la capacité pour un individu qui aurait quelques connaissances en informatique à développer son propre logiciel, c'est-à-dire tout simplement son ligne de code. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que l'astrologue en lui-même, qui a besoin d'un outil particulier, va pouvoir le construire. Et après, eh bien, on parlera peut-être aussi, à l'issue des concepts, de ces développements, de la liaison aussi entre, les données que l'on a et les logiciels que l'on construit et les bases de données, et on parlera aussi, sans doute, du deep learning. Voilà, je ne veux pas tout dévoiler, Ah bah oui, non, mais c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui nous permet, à mon avis, de sortir de choses, classique, et on obtient des choses qu'on n'imagine pas, quoi. Et c'est pas si difficile que ça. Je veux dire, ça a l'air, terrible au niveau terme. Alors je fais attention parce que c'est vrai qu'on tombe facilement dans une terminologie spécifique, mais je pense que dans cette conférence, j'aborderai une façon aisée pour, un passionné d'astrologie, de se coupler justement, de s'associer à des bases de données qu'il pourra créer lui-même parce qu'il ne s'agit pas de il pourra contrôler ces données. Il ne s'agit pas d'aller prendre des informations qui vont donner des hérésies ou des hallucinations, d'IA, quoi. OK. J'imagine bien, les débats et toutes les questions que tu vas avoir, dans la salle. Oui, oui, déontologiquement, c'est passionnant. Maintenant, si tu pouvais laisser, une question à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle? Question terrible. Qu'est-ce qu'il pense du libre arbitre, et le hasard est-il une absence de connaissance des lois qui nous régissent? OK. La question qui peut né qui peut prendre 1 heure. Tout à fait. Et où on n'a pas de réponse en fin de compte. Bah, écoute, on verra bien comment il ou elle s'en sortira à cette question. Merci Michel de l'avoir laissé. Donc maintenant, on va écouter la question, que l'astrologue que j'ai précédemment, reçue t'a laissée. Donc il s'agit de Sylvain Pêche. Je vais te la partager. Est-ce que vous pensez que l'astrologie peut apporter sa contribution à, ne rêvons pas, hein, non pas à éliminer le désordre du monde, mais contribuer à le réduire, ce désordre? Mettre du cosmos, ordre, dans le chaos, désordre. Est-ce que vous pensez que l'astrologie peut contribuer à cela? Voilà la question de Sylvain. À toi Michel. Très, très belle question, ça. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Bien sûr, hein, j'en suis convaincu. Je peux qu'adhérer.
Je ne peux penser que... Pour moi, l'astrologie est déjà un système de pensée. Il a été peut-être la source de beaucoup de progrès pour les individus et des progrès qui vont, pour moi, vers la lumière. Donc, je pense que oui, je pense qu'elle se rythme bien avec, avec la spiritualité. Elle fait partie de la spiritualité. Donc, suivre un peu son raisonnement, ses rythmes, ses progressions, c'est peut-être apporter, c'est même sûrement apporter de l'harmonie. D'ailleurs, beaucoup ont parlé de ça quand on étudie un peu Goethe, quand on voit Steiner. Toute cette philosophie était destinée, en général, à amener vers de l'amour et de la spiritualité et un ordre harmonique, quoi. Oh, ce serait agréable dans tous les cas que ça se fasse. J'adhère complètement. OK. Merci Michel d'avoir répondu à la question de Sylvain. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la VDAF? Est-ce que tu peux, nous raconter pourquoi tu as adhéré? Ce que t'apporte la VDAF au quotidien? Ou si tu as une idée folle, ou pas à nous glisser? Alors oui, l'AFDAF, ça a été pour moi une révélation en fin de compte. Bon, Marc est un personnage vraiment intéressant, très très chaleureux, et je crois il a communiqué beaucoup de belles choses. Pour moi, c'est une très belle fédération. Elle est très dynamique et on peut voir aussi qu'au fur et à mesure des échanges, enfin téléphoniques, souvent par les SMS, tout ça, l'influence aussi des anciens sur les jeunes étudiants. Et je trouve ça bien. Il y a une déontologie qui est là quand même. Il y a des conseils, il y a des conseils de patience, de recherche. Et puis je trouve que il y a un côté très intéressant. Moi, j'adore regarder la dynamique des étudiants, quoi. Quand je les vois poser des questions, bon, après, je ne vais pas non plus intervenir. Peut-être aussi, il y a des choses intéressantes. Je suis un peu peut-être particulier dans mes ouvrages, mais c'est vrai que je les trouve courageux, je les trouve pleins d'ambition et il y a plein d'innovations, quoi. C'est vraiment excellent. Et puis, cette dynamique aussi des conférences, cette dynamique des modules, c'est tout un travail qui est colossal. Alors, moi, je me situe pas en tant qu'astrologue professionnel, mais je me situe en tant que adhérent, adhérent classique. Mais je sens aussi ma place dans le domaine de la recherche, dans les partages que, que l'on peut faire, quoi. Donc je me trouve bien dans cette fédération des astrologues de France. OK. Merci Michel pour ces mots et merci Michel pour cette, discussion qui touche à sa fin. Pour les personnes qui ont envie de te contacter, comment ça se passe? Parce que tu n'as pas de site, je crois, particulier. Est-ce que tu Oh ben, ils peuvent me contacter sur mon mail hein, personnel. OK, ça marche. Je laisserai ton mail alors. Et puis, ben, on te retrouve le 11 octobre au Congrès de Paris. Avec grand plaisir. J'apporte les munitions. Il y aura ce qu'il faut. Je promets. OK. Allez, bel été Michel. Également, Domitil, et merci pour enfin, vraiment, c'était bien. J'apprécie cette interview. Avec plaisir.